une spectatrice de la chaîne sous le pseudonyme Summer on the Beach m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance de l'actuelle présidente du Mexique. Alors je ne connaissais pas cette dame, donc je me suis permis de jeter un œil sur sa fiche Wikipédia pour avoir une idée de qui est cette personne. Alors cette dame s'appelle Claudia Sheinbaum. Elle est née le 24 juin 1962 à Mexico. Elle est une scientifique, une femme d'État mexicaine qui est donc présidente du Mexique depuis le 1er octobre 2024. On nous dit qu'elle est climatologue et spécialiste de l'efficacité énergétique et elle est l'une des autrices principales du 5e rapport d'évaluation du GIEC. Vous savez, cette organisation qui concerne le climat et les évolutions du climat à l'échelle du monde. Alors, on nous parle ensuite de son engagement politique. Elle a d'abord été membre du Parti de la Révolution démocratique, puis du Mouvement de Régénération nationale. Elle fut secrétaire à l'environnement de Mexico de 2000 à 2006, maire de Tlalpan de 2015 à 2017, puis chef du gouvernement de la ville de Mexico de 2018 à 2023. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a déjà un parcours dans ce genre de fonction. Candidate du Morena, donc le mouvement de régénération nationale, et de la coalition Continuons de faire l'histoire, formée en 2017, elle remporte l'élection présidentielle de 2024, ce qui en fait la première femme présidente de l'histoire du Mexique. On nous précise ensuite qu'en 2024, Claudia Sheinbaum figure à la 4e place de la liste des femmes les plus puissantes du monde, selon le célèbre magazine Forbes, qui s'intéresse aux grandes fortunes de ce monde. Alors, on nous parle ensuite de son contexte familial. On nous dit Claudia Sheinbaum Pardo, née le 24 juin 1962 à Mexico, est la fille de Carlos Sheinbaum Joselevitz, ingénieur chimiste, et de Annie Pardo Semo, biologiste. On nous précise ensuite, alors c'est un contexte important, puisqu'il inclut, on va dire, un contexte religieux, culturel, qui malgré tout reste relatif. Vous allez comprendre pourquoi. On nous dit: ses grands-parents paternels juifs ashkénazes sont arrivés au Mexique dans les années 1920, fuyant les persécutions antisémites en Lituanie, et ses grands-parents maternels juifs mais séfarades, pas ashkénazes mais séfarades, ont fui la Bulgarie dans les années 1940 pour les mêmes raisons. Donc on pourrait se dire, ah ben c'est quelqu'un qui est complètement dans ce milieu-là. Eh bien, on nous précise que ça concerne ses grands-parents, ses origines, mais on nous précise que ses parents sont athées et qu'elle-même n'est d'aucune confession. Voilà, donc c'est important de le noter. Alors, on nous parle ensuite ici de sa brillante carrière universitaire. On nous dit qu'elle a fait des études de physique à l'Université nationale autonome du Mexique, qu'elle a obtenu une maîtrise en génie énergétique, avant de poursuivre avec un doctorat en sciences de l'environnement au laboratoire national de Lawrence Berkeley, en Californie. En 1995, elle est devenue la première Mexicaine à obtenir un doctorat en ingénierie génétique. On nous dit que pendant ces années d'études, elle est partie plusieurs fois avec des amis pour installer des systèmes de cuisson plus performants dans des régions particulièrement pauvres, notamment dans le Michoacán. Alors c'est donc quelqu'un qui non seulement a un esprit scientifique brillant, qui a fait de hautes études dans cette spécialité, mais qui en plus s'inquiète des applications pratiques. C'est pas quelqu'un qui reste dans la théorie, mais qui cherche à appliquer les choses en pratique, apparemment. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui a également un esprit, on pourrait dire, de gauche, pour aller vite, disons un peu révolutionnaire, ou qui est quelqu'un qui est contre les autoritarismes. On nous dit qu'elle a participé à des mouvements de solidarité avec les luttes ouvrières et paysannes,
ainsi qu'au mouvement de 1987 pour le maintien d'un enseignement universitaire gratuit, donc pour l'accès de tout le monde à cet enseignement. On nous parle ensuite de sa vie privée, donc c'est quelqu'un qui a été marié 2 fois, oui c'est bien ça, et qui est mère de famille. On nous dit un peu plus loin, toujours concernant son parcours professionnel et puis son parcours scientifique, on nous dit en tant que chercheuse, elle a développé des méthodologies pour mesurer la pollution et pour créer des systèmes d'alerte pour les émissions de gaz à effet de serre. On nous dit qu'elle est membre du comité des politiques de développement de l'Organisation des Nations Unies. Alors on nous parle ensuite de son parcours politique. J'ajouterais que récemment, cette dame qui n'avait rien demandé à personne, qui faisait son travail de son côté, a été plus ou moins prise à partie, enfin du moins s'est retrouvée face à face avec Papy Ronchon, le nouveau président des États-Unis, lorsque celui-ci a décidé, alors on le sait, c'est quelqu'un qui a souvent des lubies, il a décidé de renommer le golfe du Mexique, vous savez, cette partie de l'Atlantique qui s'enfonce entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et qu'on appelle communément le golfe du Mexique, il a décidé de le renommer golfe des États-Unis. Alors, eh bien, cette présidente, bien sûr, était embêtée, il fallait qu'elle réponde quelque chose, mais en même temps, ça aurait été délicat de se fâcher avec ce grand pays voisin vers lequel le Mexique exporte beaucoup. Elle a donc suggéré avec humour de renommer les États-Unis d'Amérique les États-Unis mexicains. Ce fut le cas jadis, il y a très longtemps. Ils ont porté ce nom, mais pas très longtemps en fait. Ça n'a pas été très longtemps le cas. Donc c'était une façon assez, ma foi, légère, un peu piquante, mais pas trop, de répondre à Papy Ronchon. Alors maintenant, si on veut passer au ciel de naissance de cette dame, j'ai trouvé sa date de naissance et donc la position des astres dans le ciel au moment où elle est née, mais malheureusement, il manque son heure de naissance. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça permet de fixer l'ascendant sur cette roue, ça permet de fixer les 12 maisons qui déterminent les 12 secteurs de la vie selon l'heure de naissance. Ici, on ne l'a pas. Donc, eh bien, on s'est basé sur une position des planètes à environ midi, c'est-à-dire le milieu de la journée de son jour de naissance. Que nous dit ce ciel de naissance? Eh bien, on voit d'abord qu'il est très éclaté. Il y a des ciels de naissance où tout est regroupé dans une partie, avec un poids particulier à un secteur ou sur un signe par exemple. Eh bien là, non, c'est assez éclaté. Et de ce fait, on a beaucoup de relations entre les planètes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit d'abord ici le Soleil, qui est sans doute, dans n'importe quel thème, la planète la plus importante, puisque c'est le souffle vital d'un ciel de naissance. C'est ce qui fait qu'on dit « je suis de tel signe ». Ici, le Soleil se trouvait dans les premiers degrés du signe du Cancer. Ici, on le voit. On voit que ce Soleil, ici, est bien relié avec Neptune, en Scorpion. Il est bien relié également à Pluton et à Uranus. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Le Soleil bien relié à Neptune montre une espèce d'idéal, en fait, qui guide la personnalité. C'est quelqu'un qui serait inspiré. Inspiré par quoi? Eh bien, avec Neptune en Scorpion, dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion s'intéresse à tout ce qui peut, j'allais dire, transcender la vie. Toutes les questions de vie ou de mort, des choses qui sont très importantes, qui sont cruciales, vitales. Alors on peut y voir son engagement pour tout ce qui touche à l'écologie par exemple et au climat. On sait que le signe du Scorpion est très sensible à tout ce qui est naturel, force naturelle par exemple, donc il est possible que ça illustre cela. En tout cas, cette inspiration avec Neptune, c'est presque une foi en quelque chose. Et c'est quelque chose qui guide sa personnalité, qui guide sa vie.
et de façon plutôt positive, avec ce bon aspect. On voit également ici donc ce soleil qui est bien relié à Pluton et qui est bien relié à Uranus. Alors, le soleil bien relié à Uranus, ça nous donne une personnalité qui entend se différencier des autres, c'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui les gens ne sont pas des numéros, pour qui il n'y a pas une norme dans laquelle tout le monde doit rentrer, mais au contraire, c'est quelqu'un pour qui chaque individu est différent et elle entend bien vivre sa vie à sa façon, comme elle l'entend, avec ses propres normes et différemment des autres. Alors, non seulement pour elle, mais elle comprend aussi que chacun puisse vouloir faire ça. Donc c'est quelqu'un qui, si vous voulez, si elle a un cercle d'amis, on peut supposer que ce sont des personnes très très différentes, dans des domaines très différents par exemple. C'est pas le genre de personne qui cherche à avoir des amis qui sont des clones d'elle-même. A priori, hein, c'est ce que tendrait à nous dire cet aspect planétaire. On voit également ici le Soleil qui est bien relié à Pluton. Pluton, ce sont les forces instinctives, les forces invisibles qui vont dans le sens d'une résistance et puis d'un renouvellement, d'une régénération. On peut penser que c'est quelqu'un qui aura la chance de jouir d'une bonne santé, avec, en cas de maladie grave par exemple, ou d'opération, si par exemple elle est soumise à de la chirurgie, ça peut être ça avec Uranus, qui représente le modernisme, l'électricité, tout ce qui peut relever des outils, de l'outillage, etc. Eh bien, cette chirurgie lui sera bénéfique. Avec Pluton, ici, on a quelqu'un qui émerge des ténèbres, si vous voulez. Pluton représentant les ténèbres. Ici, on a la force de vie qui est en bon aspect, qui est bien soutenue par des forces instinctives, des forces de régénération, pour, en quelque sorte, ressusciter, se régénérer. Donc ça agit également donc, sur le plan de la santé. En revanche, on a ici un carré entre le Soleil et cette position de la Lune dans les derniers degrés des Poissons. Alors, ça ne devrait pas être un carré trop embêtant, puisque on voit ici la Lune est dans un signe d'eau, les Poissons, et le Soleil est également dans un signe d'eau. Mais l'angle entre ces deux planètes rapproche ces planètes d'un carré. Alors un carré, c'est quoi? Eh bien, c'est quand les valeurs des deux planètes, au lieu de s'entremêler harmonieusement et de se soutenir, eh bien, au contraire, se heurtent et vont l'une contre l'autre. Alors on a ici un élan vital qui ne correspond pas à la façon dont la personne se sent en elle-même. Comment ça peut se traduire dans les faits? Alors d'abord en elle-même, elle a sans doute parfois des contradictions entre une volonté à l'intérieur, ou plutôt une sensibilité qui lui fait se dire, avec la Lune en Poisson, quelqu'un de très très sensible, quelqu'un qui irait plutôt vers l'humanitaire par exemple. Et puis avec le Soleil en Cancer, peut-être quelqu'un qui a envie d'être chef de groupe. Alors chef d'un pays, c'est possible, si on considère que la population représente un groupe, mais chef on pourrait dire, alors j'ai dit un groupe, on pourrait dire un clan, on pourrait dire une famille, et ça peut aller jusqu'à un pays. Pas les mêmes aspirations, donc une personnalité ici qui se développe dans un certain contexte et qui heurte en fait la sensibilité intérieure de cette personne. On peut interpréter également cet aspect avec un autre point de vue, le point de vue moi et les autres, et dans ce cas-là, il se pourrait que cette dame connaisse une popularité à éclipse. On voit qu'elle a été plébiscitée par les Mexicains, puisqu'ils l'ont élue présidente. Eh bien, c'est pas sûr que sa popularité avec cet aspect-là soit toujours au top. La Lune représentant la foule, un groupe de gens, qui est d'ailleurs ici maîtresse du Cancer. Hein. Donc on a la planète qui est maîtresse du Soleil, qui est en carré avec le Soleil. Donc il est possible que ce même peuple qui l'a porté au statut de présidente, un jour lui reproche des choses, voire se retourne contre elle.
Qu'est-ce qu'on voit également dans ce ciel de naissance? On voit également ici deux oppositions. On voit une opposition entre Mars en Taureau et Neptune en Scorpion. Alors Neptune, c'est l'idéal, c'est les rêves qu'on a, c'est notre sensibilité, notre fusion dans l'infini. La façon dont on se fusionne avec l'environnement, avec même, ça va jusqu'à l'infini, jusqu'à l'invisible, les rêves qu'on peut avoir. Et puis en face, on a Mars. Mars, c'est tout à fait le contraire. C'est autant Neptune est un peu vaporeux, c'est un peu le brouillard magique. Autant Mars, lui, est très très concret et se confronte directement, physiquement à la réalité, et ça peut aller jusqu'à effectivement des conflits, des confrontations. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette opposition? Eh bien c'est en quelque sorte un mouvement de balancier entre ces deux tendances qui ne s'accordent pas dans sa personnalité. On a à un moment une grande sensibilité avec peut-être des visions un peu rêvées, un peu fantasmées du monde ou de comment devrait être la société. Et puis en face, on a la nécessité d'agir dans le concret. Et on voit que les deux ne s'accordent pas. Qu'est-ce qu'on voit également? Ah, alors j'ai oublié aussi de dire concernant cet aspect-là, ça peut relever aussi du coup de poing. Hein. Mars pourrait représenter le boxeur, par exemple. Du coup de poing dans l'eau avec Neptune, ou dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on agit, mais on agit pour rien, ou c'est une action qui ne porte pas de fruits, qui est stérile, ou qui se finit en queue de poisson. Ça peut être ça aussi. Alors donc, on a également, dans ce ciel de naissance, on voit cette opposition entre Saturne en Verseau et Vénus ici en Lion. Avec Vénus en Lion, alors Vénus c'est le sens du beau, du bien, également de tout ce qui touche les sens, donc le goût, l'odorat, le toucher, etc. Avec Vénus, c'est aussi les sentiments d'attraction ou de répulsion. Ça peut être aussi le sens de la matière, et en particulier de l'argent, mais pas seulement, le sens des formes, des couleurs, le sens des choses artistiques et qui touchent les sens. Ici, en Lion, on a quelqu'un qui aime les belles choses, sans doute, et également, sans doute, quelqu'un qui aime l'argent. Avec le lion, alors le lion fuit la pauvreté, j'allais dire, ou s'il est né dans un milieu pauvre, il cherchera toujours à s'élever. Avec Vénus dans cette position, on aime les choses qui sont agréables, mais qui sont marquées d'une certaine noblesse. C'est pas quelqu'un qui va se satisfaire d'un environnement misérable. Ou alors, si elle y est, elle n'aura de cesse de s'élever. Eh bien, on voit que face à cette planète, on a Saturne qui, malheureusement, signifie des restrictions, des choses qui s'arrêtent, des moyens qui sont réduits à un moment donné. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette opposition? Justement, comme on l'avait fait pour l'autre opposition, peut-être une oscillation entre ces deux tendances. D'un côté, on a Vénus qui pousse à profiter des choses et à en profiter bien, dans les grandes largeurs. En Lion, hein, il faut que ça soit faste, il faut que ça soit beau, il faut que ça se remarque, il faut que ça coûte cher, il faut que ça soit riche en Lion. Et puis on a en face Saturne qui dit non, 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 il faut travailler, il faut économiser, il faut avoir des ambitions, il faut structurer son action pour atteindre des ambitions à long terme et pas tout dépenser. On voit qu'il y a une oscillation entre ces deux tendances. Alors je ne sais pas si les gens qui connaissent cette dame pourraient nous le dire ou pas, mais c'est ce que suggère son ciel de naissance. On voit en revanche ici, puisqu'on reste sur Saturne, Saturne qui peut représenter l'élévation, mais également l'ambition, entre autres politique. C'est la volonté de structurer les choses à long terme avec Saturne. C'est également les responsabilités qu'on doit prendre soi-même. Là où se trouve Saturne, on est mis face à ses propres responsabilités. On ne peut pas compter sur les autres. Il faut soi-même faire les choses, assurer les choses. Et cette planète est bien reliée à Mercure, ici en Gémeaux, qui nous parle de mental, d'analyse, d'étude.
On a donc des études, on pourrait le comprendre comme ça, des études ici avec Mercure en Gémeaux, d'ailleurs la planète est dans son signe, donc elle s'y sent à l'aise, bien reliées à Saturne, l'ambition, les choses qui vont loin, à long terme. On est capable de partir pour un voyage au long cours. On ne se décourage pas, on est au contraire, on tient bon sur des années pour mener quelque chose à bien. Eh bien, on voit ici, ça pourrait être ces études qui l'ont non seulement mené à un stade important dans les études supérieures, mais qui en plus se sont doublées d'une ambition politique, qui ont eu une application dans le champ politique. Alors, le champ politique convient tout à fait à Saturne, c'est bien dans ses attributions, et en plus dans le signe du Verseau qui, lui aussi, généralement aime s'attaquer aux grands problèmes, aux problèmes de société, avec une vision plutôt moderne. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, non seulement pour moi-même, mais pour les autres aussi, avec une vision humaniste et fraternelle. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce thème? Alors c'est un thème qui est très riche, on ne pourra pas parler de tout. On voit ici également une opposition, on a décidément beaucoup d'oppositions. On a une opposition ici entre Jupiter en Poisson. Alors Jupiter, c'est une planète qui nous parle de tout ce qui s'enrichit, tout ce qui grossit, tout ce qui s'étend, tout ce qui va au-delà de certaines limites. Dans le signe des Poissons, c'est le signe de l'infini. Alors là, la planète est tout à fait à l'aise dans ce signe-là. Elle peut se développer autant qu'elle le veut. Elle trouve en face, elle, quelle planète? Pluton. Pluton, c'est le juge implacable. C'est le juge qui se trouve dans les ténèbres. Ça peut être une fin de quelque chose. Ça peut être également avec Pluton, lorsqu'il est bien aspecté, ce n'est pas le cas ici, on a une transformation pour aller vers une résurrection. Mais ici, ce ne sera pas le cas. On a juste la fin de quelque chose. Pluton met fin à quelque chose. Fin apparemment à quelque chose qui s'étend. On pourrait dire alors ça peut être une ambition, ça peut être quelque chose de matériel qui s'étend et à un moment donné, Pluton y met fin, d'une façon ou d'une autre. Alors comment l'interpréter? On pourrait également l'interpréter autrement. On pourrait voir avec Jupiter la loi ou la justice, qui ici s'oppose à quoi? À quelque chose de caché avec Pluton. Pluton peut représenter des groupes secrets, des lobbies, des... Comment on pourrait dire ça? J'allais dire le crime. Alors peut-être pas, ça va peut-être pas aller jusqu'au crime, mais en tout cas des gens qui se réunissent en secret, vous voyez, pour promouvoir leurs intérêts. Avec Pluton, il est question de richesse également. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, cette dame sera dans ce contexte confrontée à la loi. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici, puisqu'on est sur Jupiter ici, qui est bien placé dans ce signe des Poissons, qui va dans le même sens, hein, le sens d'une expansion, quelque chose qui s'étend. Eh bien, la planète maîtresse de Jupiter, donc la planète maîtresse des Poissons ici, c'est Neptune, et Neptune est en bon aspect à Jupiter. Ça favorise encore plus l'expansion de ce domaine. Alors, c'est dommage, si on avait l'heure de naissance, on aurait pu savoir dans quel domaine de la vie de cette dame ça se situait. Ici, on ne le saura pas. Eh bien, je pense avoir fait à peu près le tour de ce ciel de naissance, de ce thème astral. Qu'est-ce qu'on y voit qui, a priori, colle avec la vie de cette dame? Eh bien, moi, j'y verrais... ce trigone ici entre Mercure et Saturne qui montre bien l'alliance entre les études, des études ici qui sont a priori favorisées puisque Mercure est dans son signe, les Gémeaux, et qui est bien relié à Saturne, quelque chose qui va loin, qui prend du temps, qui s'étend dans le temps et puis qui correspond à une élévation sociale. C'est bien le cas. Saturne ayant également un sens politique, on le retrouve ici.
c'est bien relié à cette planète. Eh bien, j'espère que cette dame connaîtra le succès en tant que présidente du Mexique, ce grand pays, l'un des deux grands pays, l'un des deux grands voisins des États-Unis. Et puis j'espère que Papy Ronchon ne lui fera pas trop de misère. Ce survol du ciel de naissance est terminé. Merci de l'avoir suivi.